Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Ratburger. Ratburger pour un café JDR. Hey, café JDR. C'est pas quelque chose que je suis habitué de dire nécessairement, ça, café JDR. En fait, c'est une appellation que j'ai agressivement et sans aucun respect volé à mon ami Lestat, avec qui je vais partager le micro aujourd'hui. Salut Lestat, comment vas-tu? Salut Ratburger, bah écoute, ça va plutôt bien Cool. cette belle soirée pour moi, hein, puisqu'on n'est pas aux mêmes horaires. Ah, oui, c'est vrai, parce qu'ici, dans le fond, il est aux alentours de 15h46. Toi, dans le fond, on rajoute 6 heures à ça, donc il est presque 10h le soir, en fait. C'est ça, exactement. Bon. Ben, je suis content que tu sois avec moi. Écoute, discutons. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Dans un premier temps, ben écoute, tu vas nouvellement partir ta propre chaîne, voler de tes propres ailes. Ah, Comme je sais, c'est des triste. oiseaux qui quittent le nid. C'est ça, exactement, mon cher ami. Je pars. Tu pars, mais je suis très content que tu pars parce que, ben non, je suis pas content que tu partes, mais je suis content que tu fasses tes trucs. Je suis content que tu amènes ta voix à cette chorale rôliste qui est notre communauté, de rôlistes, de youtubeurs rôlistes et ainsi de suite. Mais avant tout ça, mais moi je suis intrigué de savoir qui est Lestat, que fait-il, pourquoi son cœur vibre pour quel type de JDR, et je vais commencer par une question très frappante. Vas-y. Lestat, comment as-tu débuté le JDR? Fait combien de temps? Sous quels auspices et tout ça? Dis-moi tout. Alors, ça remonte, hein. Là, je devais avoir, je sais même plus exactement, la première découverte du JDR, je pense que je devais avoir 8 ans. Il y a une fille qui c'était la sœur aînée d'une copine qui nous a fait découvrir ça. Donc on était deux gamins, elle et moi, en tant que joueurs de cette grande sœur. Et on a joué sans dés. Et au début, moi, je demandais, mais où sont les figurines, ou les pions, ou tout ça. Elle nous a mis un pion comme ça au hasard, on l'a jamais touché. Et elle nous a raconté une histoire. Et on a joué. Et j'ai su bien plus tard, mais vraiment des années plus tard, qu'en fait on avait joué le contrat de Holdenhaler de l'édition 1 de Warhammer. De Warhammer, ben oui, ok. Voilà. Enfin bref, j'ai tout reconnu. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait vraiment marqué. J'avais vraiment beaucoup apprécié. En plus, étant jeune, j'étais déjà créatif. Je m'imaginais des choses, comme les gamins, mais vraiment c'était déjà quelque chose. Et donc j'avais été très réceptif. Et puis c'est pas pour autant que j'ai débuté. Après ça, j'ai pas entendu parler de jeux de rôle pendant longtemps. En parallèle, quand même, je lisais à cette même époque le Seigneur des Anneaux. Il y a quand même un lien. Parce que à la fin des bouquins du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, même tous, hein, c'était une édition pocket, il y avait, donc ça devait être, j'imagine, une édition de avant Mireille Dumas, puisqu'il y avait à la fin du livre une page sur le jeu de rôle. Du coup, ça m'avait frappé parce que ça m'avait fait me souvenir de ce que j'avais découvert à peu près à la même époque, en fait, c'était quasiment en même temps, et c'était une drôle de coïncidence. Et donc ça décrivait le jeu de rôle, et ça me titillait, et tout ça. Et donc, un jour dans mon patelin s'est ouvert un magasin qui s'appelait le Nain Jaune à l'époque, et je suis rentré dans ma boutique de jeux de rôle avec ma mère. Et j'ai acheté, parce que j'ai dit que j'étais fan du Seigneur des Anneaux. Alors il était étonné de voir débouler un gamin de 10 ans à l'époque dans sa boutique, je crois 9 ans même peut-être à l'époque. Ouais. Et j'ai acheté, tiens-toi bien, JRTM 2e édition. Oh mon dieu, c'est le système de Rollmaster. Ah là là, et alors je peux te dire qu'à 9-10 ans, tomber sur ça pour son premier jeu de rôle, c'est très très violent. Ouais, mais ça prend une calculatrice et beaucoup de patience. Ah là là, alors c'était génial parce que j'avais l'impression d'avoir une Bible. Je l'ai chéri ce bouquin. Et en plus, j'ai commis il y a quelques années l'hérésie de le revendre et je m'en mords les doigts, je le regrette. C'est une longue histoire, mais bon, peu importe, je le regrette. Et c'est vrai que je l'ai tellement peaufiné ce bouquin, et au départ, je l'admets, je comprenais pas tout aux règles, et enfin surtout les règles d'encombrement, mon Dieu. Et à l'époque, j'étais pas capable de me dire,
il y a des règles que je prends pas, il y en a que je garde. J'avais pas la maturité pour faire ça. Et du coup, ça m'avait bloqué. Pendant 1 an, le bouquin n'a pas servi. Et puis, je suis rentré au collège et j'ai ouvert un club de jeux de rôle dans mon collège. Et alors là, c'était parti. Ah, cool! Et, fait que donc, t'as été happé par la passion, par ce hobby-là, et là, maintenant, tu joues à quoi présentement? Sur quoi t'es présentement? Alors, je vais peut-être en décevoir bon nombre. Ça fait quelque temps que je ne joue plus dans des univers officiels, ni avec des règles officielles. Et c'est assez récent. Donc, je vais quand même revenir un peu en arrière pour donner quand même du gras. Moi, mes jeux de rôle favoris, c'est l'Appel de Cthulhu, Le Monde des Ténèbres et particulièrement Vampire Requiem, et Warhammer, on va dire l'univers de la première édition et les règles de la seconde, quand je jouais encore à des jeux de rôle comme ça. Pour être tout à fait honnête, je pouvais tourner autour de ces trois-là sans me lasser. J'ai pas, comme par exemple Christophe, je sais qu'il a ce besoin-là. Moi, j'ai pas ce besoin de découvrir et d'essayer 1001 jeux de rôle. Et puis, depuis quelques années... pardon, vas-y, tu allais... Christophe de la chaîne Pilule Rouge, évidemment. Ouais, voilà, bien sûr. Et depuis pas si longtemps que ça, mais bon, ça a pris quelques temps, et je pense que ça va être un sujet de discussion prochainement, mais ça a dérivé, et finalement, le fait de créer toujours, que ce soit des règles maison ou que ce soit des éléments d'univers perso, au final, ça a glissé, et j'ai plus vraiment d'intérêt à jouer dans des univers officiels, même si je peux bien sûr m'en inspirer. Je ne les renie en aucun cas, mais mon plaisir maintenant, c'est de jouer dans des univers perso, en tout cas quand je suis un maître du jeu. Ben voilà. Puis de toute façon, à une certaine mesure, tout est copié sur quelque chose d'autre. Hein. Oui. Donc, nos inspirations, tout ça viennent certainement d'ailleurs, et il faut continuer de rester inspiré. C'est ça. Après, voilà, maintenant pour quand même te répondre, je vais plutôt parler en termes de genre plutôt qu'en termes de jeu de rôle. Bref, ça va pas te surprendre, toi tu le sais. La low fantasy sombre me parle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se parle aujourd'hui, hein, c'est que tu as été mon point d'entrée dans cette chorale de JDR, comme tu l'as appelé, parce que je me suis reconnu complètement dans la manière dont tu maîtrisais les parties de Brigandine. Énormément de similitudes, donc j'adore le low fantasy un peu réaliste, sale, ancré dans un réel même si c'est de la fantasy. Ça c'est vraiment mon truc. Souvent pour les campagnes c'est ça. Tout ce qui est Monde des Ténèbres, alors maintenant j'ai ma version à moi, mais le vampirisme, les loups-garous, toutes ces créatures-là dans du contemporain. Beaucoup moins je pense Zo que ce qui est devenu Vampire Masquerade, on est plus dans de l'intimiste et tout ça. Et puis des one-shots d'horreur contemporaine, ou ce que Christophe encore une fois appellerait de l'occulte contemporain, avec des enquêtes et un élément de fantastique qui en fonction du one-shot n'est jamais le même en fait. Voilà. Ça c'est vrai, je peux tourner autour de tout ça et ne jamais m'ennuyer. Cool! Ben oui, effectivement, hein, j'avoue que dans cette description-là, il y a pas mal de points que je peux copier-coller sur ma propre pratique du jeu de rôle. Puis effectivement, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de points sur lesquels on est très convergents dans nos visions des choses. Maintenant, Lestat, tu vas nous proposer une chaîne. Je vais essayer de dresser un portrait que je m'imagine, puis corrige-moi si je me trompe. J'ai le feeling que je commence à te connaître un petit peu, et je pense que il va y avoir beaucoup de place au débat. Oui. Je pense. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de place aussi à la discussion. Beaucoup de jasette. Je pense que ça va être un des points forts de ta chaîne. Et beaucoup d'analyses de pratiques de jeux de rôle. N'est-il pas vrai? T'as résumé ma chaîne, honnêtement. Et le pire, c'est que, bon, on n'en a pas vraiment parlé, hein, donc c'est pas joué, là, ce que tu viens de dire. Donc, ouais, t'as mis le doigt dessus, on n'avait rien préparé, mais c'est vraiment ça. Il se trouve que moi, j'aime particulièrement le débat et aller au fond des choses, gratter, philosopher sur des sujets importants et moins importants. Donc, le jeu de rôle, c'est pas un sujet d'importance majeure, faut bien l'admettre, c'est du loisir. Mais j'aime bien quand même trouver des réflexions un peu élevées, même sur des sujets comme ça qui sont juste du loisir. Et donc, effectivement, la chaîne
va être axé autour, pour commencer, de café JDR de ce genre-là, où il y aura des intervenants et on abordera des sujets qui touchent au jeu de rôle, évidemment, que ce soit de manière directe, quand on va vraiment parler de jeu de rôle, de règles, de manière de masteriser, de jouer, et puis peut-être des sujets un petit peu plus philosophiques, sans vouloir utiliser un mot trop fort, mais sur la manière de l'envisager, la perception de certaines choses. Vraiment beaucoup de discussions pour aller au fond des choses. Ça va être le noyau de la chaîne, pour commencer en tout cas. Bon. Ben, moi, j'invite tout le monde à aller s'inscrire. On va mettre le lien de ta chaîne dans la description en dessous. Je pense que ça va être très intéressant. Puis c'est bien d'amener une corde de plus, malgré le fait que le stat, des fois, je te soupçonne d'avoir un petit trouble d'opposition. T'es souvent quelqu'un qui amène un son de cloche complètement différent, mais pour te lancer des fleurs, ben, t'es une des personnes avec qui j'aime débattre parce que tu es capable de débattre et tu es capable d'en prendre et qu'on reste dans attaquons des idées. Et ça, c'est agréable. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça quand même. C'est une belle qualité d'être capable de le faire et de ne pas se sentir attaqué par les arguments des autres. Ça c'est clair que pour moi c'est important de faire la différence, et surtout quand on parle de sujets beaucoup plus sensibles, on va dire, où là c'est vrai que parfois certains peuvent se sentir offusqués personnellement. Moi j'aime bien débattre des idées et j'ai pas de problème qu'on soit en désaccord complet avec elles, voire qu'on ne les respecte pas. Les idées ne méritent pas le respect, ce sont les gens qui les ont qui le méritent. Néanmoins, je ne sais pas si je peux balancer comme ça, mais tu as l'air comme ça, compréhensif, apte au débat. Mais je vais lire un peu ce que tu m'as dit quand même récemment sur les sujets qu'on allait aborder. Alors, je cite, « Si tu ne fais pas de partage narratif comme moi, tu es un dictateur cloporte. Si tu utilises un système maison, c'est que tu es un SDF sans revenu malodorant ou un pecno qui se croit plus intelligent que moi, et ça, c'est pas possible. » Voilà, ça c'est Ratburger. Voilà qui il est. Ben, écoute, moi je vais tout simplement nier en bloc et passer au prochain sujet. Oh oui, mais c'est une belle plume, je trouve, quand même. Même dans mes insultes, je le trouve élégant. Voilà, tu n'auras même pas besoin de moi pour te lancer des fleurs, tu peux le faire tout seul. Voilà, exactement. Tu es en autarcie avec toi-même, c'est parfait. Exactement. Ben vois-tu, je m'attendais pas à ce que tu me le ressortes, celle-là. Ah, je me doute bien, c'est pour ça que je l'ai fait. Ben oui, exactement. Écoute, aujourd'hui, gros programme. En fait, ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va jaser de contrôle narratif, partager le pouvoir narratif, et ça va se faire dans l'enregistrement présent. Mais, après la pause, après cet enregistrement-là, ben, vous allez pouvoir avoir la partie 2 de la discussion, et on va avoir un autre sujet, qui va être le stat. Je te laisse la primeur. Qui va être les systèmes maison pour ou contre. Pour ou contre. Alors tout est dit. Lançons les hostilités. Es-tu prêt? Mets ton casque. Je suis né prêt. Voilà. Prêt, c'est mon deuxième prénom. Contrôle narratif. Bon, je pense que dans un premier temps, c'est intéressant de mettre la table et de dire exactement Pour toi, c'est quoi exactement le contrôle narratif? Alors, le contrôle narratif, c'est ce que le MJ est capable de céder à ses joueurs. Parce que c'est vraiment dans ce sens-là, pour moi, parce qu'il est évident que, de base, par défaut, on s'imagine que c'est le MJ qui a tout le contrôle narratif. Et donc, si les joueurs en ont, c'est que le maître du jeu le permet. Moi, je le vois comme ça. Et donc, le contrôle narratif, plutôt moi, donc j'aurais plus nommé ça le partage narratif, c'est dans quelle mesure on va pouvoir donner une part de ce contrôle aux joueurs en tant que maître du jeu. Est-ce que le maître du jeu contrôle absolument tout ce qui a trait à son univers, voire même si parfois est-ce qu'il contrôle ce qui tourne tout à fait autour des joueurs, ou est-ce qu'il lâche du lest? Est-ce qu'il lâche beaucoup de lest? Est-ce qu'il permet aux joueurs de vraiment ajouter leur pierre à l'édifice dans des éléments du monde qui ne les concernent pas directement? Voilà, c'est ça pour moi la discussion sur le contrôle narratif. Tout à fait. C'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau.
Ça date du début 2000. Avant ça, bon, il y a eu plein de travaux qui ont été faits. Il y a l'émergence des jeux 10 sans MG ou tout MJ qui a beaucoup pavé la voie de cette pratique-là. Tous les phénomènes d'agentivité des joueurs, le railroading qu'on regarde maintenant comme si c'était un gros méchant extraterrestre, bien maintenant on le définit maintenant beaucoup mieux et on est capable un peu plus de le voir de la même façon, ce qui fait que puis là, ça va être redondant, mais l'émergence des jeux émergents. Quand je parle de jeux émergents, je parle de jeux qui ne sont pas préparés comme le old school qu'on connaît, là, des scénarios préparés et tout ça, mais plutôt un jeu qu'on va laisser venir, on va laisser aller, et graduellement, il va générer de l'histoire. Donc, l'histoire va émerger du jeu. Et évidemment, ça a été beaucoup encouragé par les jeux Powered by the Apocalypse, propulsé par l'Apocalypse, donc cette façon de voir les choses-là, malgré le fait qu'il y a un MJ. Et ça, c'est un point qui est intéressant, Lestat, parce que on n'est pas... C'est un des rares points qu'on n'est pas complètement d'accord, toi puis moi. J'ai l'impression. C'est pour ça que le sujet a été choisi d'ailleurs, mais il est possible qu'on ne soit pas totalement d'accord, ou plutôt... Je pense qu'on va l'être, mais pas dans la même mesure. Et je suis content que tu aies abordé les deux types de jeux, là, le jeu old school où le maître du jeu contrôlait quand même vraiment beaucoup, et puis l'exact inverse qui sont les jeux à background émergent. Pour moi, ce sont les deux extrêmes. Et entre ces deux-là, il y a un monde. Donc, moi, je suis tout à fait pour le partage narratif, mais peut-être pas dans la même mesure que toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus dans la quantité de partage narratif qu'on va différer, plutôt que dans le fait que c'est bien que ça existe, évidemment. Ben, puis dans un premier temps, moi, je vais emmener un disclaimer. Là. Premier disclaimer. C'est que, en aucun temps, notre discussion se veut porteuse de vérité. Hein? Elle se veut quoi? Elle se veut une confrontation de deux visions. La mienne, celle de Lestat. Et ça reste là. Les gens jouent comme ils veulent. Est-ce que la mienne, c'est la bonne? Probablement. Ben, c'est la bonne pour moi présentement, parce qu'elle me satisfait. Même chose pour toi, je présume. Mais en aucun temps, ma pratique à moi doit faire force de loi et c'est la bonne. Maintenant, on va juste donner des idées. On est d'accord? C'est peut-être une première différence entre toi et moi. Moi, je suis pour l'instauration d'une dictature qui force les joueurs à jouer comme moi je joue. Donc, première opposition. C'est un premier diktat de naziroliste. Voilà. Lestat JDR, je vais avoir un sous-titre, ça va être « Il détient la vérité ». Rejoignez-moi. Voilà. Oui, exactement. Écoute, moi, comment je vais y aller là-dedans? Puis une autre chose aussi que je trouve le fun à mettre en place, c'est ça, on a déjà mentionné les jeux 2MJ, les jeux 100MJ. Et on se fait dire à tour de bras, ça c'est vraiment du jeu de rôle, c'est pas du jeu de rôle. Puis souvent on a tendance, même moi j'ai entendu à certains endroits des choses qui m'ont choqué, par des gens qui disent, mais s'il n'y a pas de panel, s'il n'y a pas de maître de jeu, c'est pas du jeu de rôle. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier statement-là? Je suis en désaccord avec ça, effectivement. Je pense que c'est quand même du jeu de rôle s'il n'y a pas de maître du jeu. Le jeu de rôle, c'est un jeu, donc il doit avoir un aspect ludique dedans, et c'est le fait d'incarner un personnage. C'est quand même dans le titre, jeu de rôle. Donc si on est 4 à jouer des personnages, potentiellement à lancer des dés, et donc d'avoir une intrigue qui n'est pas figée, par opposition au théâtre ou tout ça, je pense qu'on est dans du jeu de rôle. Est-ce que je suis en accord avec ça ? Enfin, en accord, façon de parler, on vient de le dire, mais est-ce que je suis pour ce genre de pratique ? Est-ce que ça me plaît, moi, qu'il n'y ait pas de maître du jeu ? J'avoue beaucoup moins, mais c'est du jeu de rôle. Écoute, absolument. Mais on s'entend que c'est... Moi, je vais t'avouer, j'ai une vision un peu plus... je sais pas comment dire. Peut-être plus... je m'en foutisse de la question. Moi, si tu me dis que c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Si tu présentes ton jeu comme un jeu de rôle, moi, j'ai pas aucune... Je vais te croire, puis je vais
Maintenant, est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Ce qui fait en sorte que, à mon sens, à moi, ça, c'est un faux débat. À quoi ça sert exactement de cataloguer s'il s'agit d'un jeu de rôle ou pas? J'ai un petit questionnement là-dessus, mais ta vision, ta description du jeu de rôle colle quand même assez bien à ce que je pense être du jeu de rôle. As-tu déjà joué à For the Queen? Non, pas du tout. Bon, c'est un jeu de cartes dans lequel tu incarnes, où tu bâtis ton personnage, et là, c'est le débat. C'est un jeu de société, c'est un jeu d'histoire, c'est un jeu de ci, un jeu de ça. On s'en fout, en fait. As-tu du plaisir à y jouer? Oui, non. Moi, ça règle la question à ce sens-là. Mais, les jeux de 2MJ, c'est quoi ton expérience des jeux de 2MJ ou sans MJ, mettons, si on part là-dessus? Alors, j'ai pas une grande j'ai même pas d'expérience pratique de cela, puisque justement ça m'attire pas spécialement. J'ai déjà écouté par curiosité des let's play à ce sujet-là, j'ai lu un peu à ce sujet-là, et c'est vrai que ça ne m'attire pas vraiment. Donc je peux pas dire que j'ai une expérience pratique qui va me permettre justement d'utiliser des arguments à ce propos-là, mais en fait, je vais te dire pourquoi ça m'attire pas spécialement. Alors, et justement en tant que maître du jeu, c'est simple, j'adore être maître du jeu, et s'il n'y a pas de MJ, comment je fais pour adorer être maître du jeu? Ça c'est le premier point. Ouais. Alors, on va dire les joueurs sont tous MJ. Oui, mais on va tellement je vais te dire une phrase qui va, je pense, résumer toute la discussion qu'on va avoir. Je préfère la dire au départ, en fait, ça sera plus simple. Moi, quand je suis maître du jeu, je veux créer. Quand je suis joueur, je veux découvrir. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir une expérience hybride. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aime bien quand c'est tranché. D'ailleurs, je pense que tu as commencé à comprendre que même dans le débat, j'aime quand l'opinion il est assez tranché. C'est pareil ici. Quand je suis dans une partie en tant que maître du jeu, j'aime bien avoir une opportunité de créer. Ça ne veut pas dire que je la céderai pas un peu, on va en parler aux joueurs, mais priorité au maître du jeu. Et quand je suis joueur, c'est l'inverse. J'ai pas trop envie qu'on me donne la responsabilité de créer alors que je suis là pour découvrir justement ce qui a été créé par quelqu'un d'autre. Et je vis plutôt entre ces deux rôles-là, plutôt que de chercher quelque chose qui va uniformiser autour de la table. Le jeu de rôle a ceci d'intéressant, justement, c'est que c'est asymétrique autour de la table. J'ai pas forcément envie qu'on soit tout le monde avec le même rôle, justement, autour de la table, alors que ça faisait la spécificité du jeu de rôle, au départ, en tout cas, qui est une asymétrie. Je comprends. Écoute, c'est une vision qui... C'est une vision, effectivement, qui est très... qui est pertinente du jeu 2MJ ou 100MJ, dans la mesure où on le met dans la mesure où on le met dans la même boîte que le jeu de rôle avec MJ traditionnel. Je m'explique. Moi, de la façon dont je vois ça comme étant vraiment deux mondes à part. Parce que tu peux pas faire... Il y a certaines choses que tu peux pas faire avec un, et il y a certaines choses que tu peux pas faire avec l'autre. Exemple, si je veux faire du vélo de montagne, je vais prendre un vélo de montagne. Si je veux faire du vélo de route, mon vélo de montagne, il sera pas aussi performant que mon vélo de route. Hein, mettons ça en place. Si j'ai 2 heures à tuer, je peux pas monter, tu sais, à brûle pour point comme ça, là. On a 2 heures à tuer. On est 3 amis. On a envie de jouer à un jeu de rôle. Ça ne nous permettra pas de la mise en place d'un jeu MJ, préparation, scénario, création de personnages, tout ça. On rentrera pas dans le thème. On sera pas capable de rentrer dans le temps, plutôt. Un For the Queen. Un For the Queen qui va nous permettre de le jouer en 1 heure avec les règles et tout. Ou jouer, mettons, à un Final Girl qui va nous prendre à peu près 1h30 à jouer. Nous permet d'arriver avec une histoire cohérente, qui a du bon sens, tout le monde a participé et qu'on a rentré notre 2 heures. Maintenant, il y aura pratiquement, c'est possible, on peut l'amener dans des thématiques qui rejoignent certaines de nos parties, tout ça, mais il n'y aura certainement pas de suite à ça. Ce qui fait en sorte que le contrôle narratif de ces jeux-là est tellement aléatoire qu'il est difficile de le rentrer dans une campagne un peu plus moderne, à moins qu'on se soit donné d'emblée des balises claires.
par rapport à la création. Mais souvent dans ces jeux-là, le fun est de ne pas se donner de balises claires et de foncer un peu tout azimut, créer, rebondir et tout ça. Ce qui fait en sorte que moi, tu me dis, hey Danny, on va jouer à For the Queen parce que notre maître de jeu peut pas ce soir ou peu importe. Ah, super, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Mais je peux pas me le mettre, honnêtement, ben honnêtement, là, je peux pas mettre cette pratique-là dans le même panier que je mets la pratique de brigandine ou de vampire ou des autres jeux que je joue présentement. Ça représente pas le même besoin. Oui, justement, je vais rebondir là-dessus, parce que qu'on s'entende, c'est pas parce que je favorise le jeu avec un MJ créateur et des personnages qui découvrent que je pourrais pas, moi aussi, si on me propose, on a 2 heures, on a 1 heure, jouer à ça et m'amuser grandement. Le débat est pas là, je suis pas dans la détestation de l'un et l'adoration de l'autre. Qu'on s'entende là-dessus. Moi-même, je suis je suis un grand joueur de jeux de société, alors que je préfère le jeu de rôle, mais je peux quand même m'asseoir pour jouer à un jeu de société, j'en ai plein chez moi. Donc là, ça, c'est pas vraiment un sujet, mais c'est vrai que si on me dit qu'est-ce que tu préfères dans le jeu de rôle, ben c'est pas ces jeux-là que je vais mentionner, clairement. Si j'ai le temps, si j'ai le choix, si j'ai le temps, je vais favoriser le jeu de rôle que je préconise et dont je parle depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me permets de te dire un truc sur une autre note. J'ai un peu tiqué quand tu me donnais l'exemple, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas de dés, donc on fait celui-ci plutôt que le jeu de rôle classique. Tu sais que moi, quand j'étais en primaire et qu'on prenait le bus pour aller, je ne sais dans quel voyage, en Alsace ou autre, peu importe, j'avais un ami à qui j'avais fait découvrir le jeu de rôle, alors parce que je connaissais, donc j'ai déjà parlé des anecdotes de ma découverte, et je lui disais, bah, je vais te faire un jeu de rôle. Il n'y avait pas de règles. Je lui racontais une histoire, lui il incarnait un personnage et il réagissait. Alors, c'est des jeux d'enfants, etc., mais il vivait une aventure, voilà, qu'est-ce que tu fais, il se passe ça, on jetait pas les dés, et j'étais le maître du jeu, et lui le joueur. Donc, on va dire un jeu de rôle classique, excepté qu'il n'y avait pas de dés. Et pourtant, ça s'improvisait comme ça, assis dans un bus. Donc ça peut se faire aussi. C'est très simple finalement. Oui, absolument. Ça se peut. T'as absolument raison. Moi là-dedans, je fais juste un peu plus. Dans le fond, je t'amène beaucoup ma vision de ces jeux-là. Je suis pas du tout en train. Mais t'as raison, effectivement. Puis il y a des gens qui sûrement qui sont capables d'arriver, ouvrir les livres et jouer. Moi, vois-tu, c'est une pratique du jeu de rôle traditionnel. Que tant qu'à faire ça, sans aucune préparation, lancée, pas de réflexion qui est fait pour la campagne et tout ça, j'aime mieux utiliser un jeu maintenant, le Danny de 42 ans, là, qui a du vécu, qui connaît exactement ce qu'il aime, ben, j'aime mieux jouer un jeu 2MJ ou pas d'MJ ou un jeu de ce type-là que de me lancer n'importe comment dans une campagne. Mais ça, c'est vraiment mon... C'est pas par rapport à toi, mais c'est vraiment ma vision. Et je le vois vraiment comme des jeux complètement d'une autre famille. Moi, je suis d'accord. Non, mais honnêtement, je te rejoins. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas fait pour la même occasion. Effectivement, même moi, je ne peux que te rejoindre puisque l'un de mes grands plaisirs, moi, c'est la préparation. Et c'est vrai que si on n'a qu'1 heure, 2 heures, est-ce que j'ai vraiment envie de bâcler ça par une impro totale alors que ce qui me plaît c'est la préparation? Peut-être qu'effectivement je choisirais une autre approche. Moi ça serait peut-être le jeu de société par exemple. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc là-dessus... Puis ce que je remarque, c'est le jeu de société, comme tu dis, j'ai tendance, puis là je sais, je veux pas me faire lancer des briques, mais j'ai tendance à voir beaucoup... je l'appelle jeu de rôle, un jeu de rôle 2MJ, mais j'ai tendance à éprouver un peu le même sentiment lorsqu'on joue à un jeu de 2MJ que lorsqu'on joue à un jeu de société. On dirait que je me place un peu plus dans cette posture-là de jeu de société. Mais, il y a une chose, c'est que je trouve que c'est un excellent terrain de pratique pour le jeu de rôle. Tu vas improviser beaucoup dans ces jeux-là, et moi, c'est devenu une des choses que j'apprécie beaucoup du jeu de rôle, et ça m'amène quand même à le faire, le jeu de rôle 2MJ. Parce que tout le monde peut te lancer n'importe quoi. Tu sais, regarde bien ça, on est en train de jouer un jeu
un jeu dans une convention et on est en train de faire un horreur dans le bois. C'est le bois? Non. En tout cas, bref, un jeu d'horreur et tout à coup, quelqu'un nous lance, on fait des personnages, ben il y a le bimbo, il y a le capitaine du vaisseau, il y a lui, ça, je pense que c'est dans l'espace. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dit, ben il y a Batman. Quoi? Ah oui, j'avais entendu cette anecdote. Et là, il nous lance, il y a Batman qui est là. Comment ça, Batman? Écoute, ça nous a... Puis finalement, moi, ça m'a sorti un peu de l'immersion sur le coup, mais à force, on dirait d'improviser avec Batman. Écoute, on a beaucoup ri. Mais c'était... Mais tu vois qu'avec ça, tu peux pas rien faire d'autre après. Là. Ça s'éteigne là. C'est sûr. Ouais. Non, ok, maintenant... C'est vrai qu'il y a ça te fait... Je termine juste là-dessus. Effectivement, c'est un bon exercice, en tout cas, de la pratique de l'improvisation, qui est quand même partie intégrante du jeu de rôle classique. Oui, absolument. Comment décris-tu le pouvoir que tu donnes à tes joueurs durant les parties? Rentrons dans le vif du sujet. Moi, je suis un de tes joueurs. Là. C'est quoi les limites? Là, je vais parler dans qu'est-ce que je connais comme nature, mais quelles sont les limites de ma patinoire? Jusqu'où je peux jouer? Est-ce que j'ai le droit de modifier? Est-ce que j'ai le droit d'amener des propositions? Est-ce que tu sens le besoin en tant que maître de valider toutes les propositions que tes joueurs amènent? Ou des fois, tu te permets de te reposer dans les mains puis leur dire « Vas-y, rentre-moi dedans. » Alors, je suis un maître du jeu absolument autocratique, dictatorial, tyrannique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais un petit peu quand même. Je m'explique. Je vais essayer de faire une réponse un peu synthétique. C'est important pour moi, très important, je dirais même que c'est une marque de fabrique, que dans mes campagnes, d'ailleurs surtout dans les campagnes, plus que dans les one-shots, que les joueurs, lorsqu'ils jouent, puissent avoir un vrai impact sur les événements et qu'ils puissent me surprendre. Donc toi, déjà, je pose ça là. Je ne veux surtout pas imposer un chemin à mes joueurs. Donc, je vais prendre ta question comme ça pour l'instant. C'est vraiment important pour moi, donc, que lorsque je leur ai posé un cadre, dans l'absolu, ils puissent réagir comme ils l'entendent du moment qu'il y a une cohérence. Et en général, si l'idée est bonne, cohérente, je vais aller dans ce sens-là et encourager et récompenser ce qu'ils décident. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, ça, c'est en termes d'action en tant que personnage joueur. Donc là, on parle du contrôle d'eux-mêmes, pas de l'univers extérieur. Par exemple, mes PNJ, le décor, ça, c'est autre chose. Donc, en général, je vais leur laisser une grande latitude sur des éléments externes à eux-mêmes, mais qui sont issus de leur background, de leur histoire. Si par exemple, je sais pas moi, un personnage a une sœur, qu'il me manque des infos, bah sur le coup, je vais lui poser des questions, ou si lui, il a envie de partir dans sa description sur la description de la sœur, etc., pas de problème, parce que ça concerne son background. Ensuite, dans un combat, par exemple, on est dans une taverne, il a envie d'attraper une chope ou une chaise, il n'a pas besoin de me demander la permission de savoir est-ce qu'il y a une chope ou une chaise dans le coin. Tu vois? Maintenant... Je veux juste amener une espèce de petit twist à propos de son background, tout ça. Et si, mettons, il dit, bah, j'ai un père, il est parti et tout ça, et qu'à un moment donné, t'emmènes un PNJ qui s'accadre et qui dit, la mâchoire tombe et je le regarde et je dis, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, t'avais préparé autre chose, ce PNJ-là. Accepterais-tu ce genre de proposition? Tu voudrais dire que le personnage, j'avais pas prévu que ce soit son père, c'est ça que tu voulais dire? Ben, tu y as pas pensé du tout, puis à un moment donné, le personnage, le joueur, il t'amène, bam! Il vient de poser que c'était son père. Alors je vais être honnête, la réponse est non. Là, c'est vrai que non. Et c'est là où moi, je vais quand même avoir mes limites. C'est bien que tu m'aies donné cet exemple d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai quand même voulu montrer où je laissais des opportunités. Je suis aussi ouvert aux demandes des joueurs. J'avoue que moi, quand il y a un élément assez important qu'ils veulent amener, je préfère qu'ils me demandent. Et contrairement à ce qu'on va dire, oui, mais ça va ralentir le rythme du jeu. Non, ça prend
une demi-seconde, pour moi, ça ralentit rien. Je préfère qu'on me demande, et je vais te dire pourquoi. Et y compris pour ce que tu me dis là, ça c'est non. Parce que je pense que, je sais plus avec qui j'en ai parlé, ça doit être avec Fab, dans le café du JDR avec Fab. J'explique que dans mes campagnes, je construis une toile de fond, avec des acteurs qui ont des buts, etc. Et j'ai déjà dit que j'aimais créer, j'aimais faire découvrir, et mes joueurs aiment découvrir. S'ils peuvent commencer à dire que tel personnage c'est leur père, etc., ça peut faire s'effondrer comme un château de cartes, non pas ce que j'avais prévu en termes de déroulé, mais en termes de toile de fond, de fil rouge, de ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'on a prévu une toile de fond, avec des personnages, etc., que ça devient un jeu fermé où les joueurs n'ont aucun impact. Non, c'est juste que c'est plus là pour être découvert et pour qu'on puisse interagir avec, que pour prendre la main dessus quand on est joueur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je termine là-dessus, après je te relaisse la main bien sûr, mais si jamais j'autorisais ce genre de choses, que je ne critique pas, d'ailleurs au passage, je ne suis pas contre, c'est juste que c'est pas ma façon de faire, ça veut dire que on n'est pas dans le même genre d'histoire de campagne où il y a des choses ficelées, des tiroirs dans les tiroirs, des trucs vraiment imbriqués. Tu vas vraiment être beaucoup plus dans l'impro pure, l'impro de création, je veux dire. Et du coup, tu vas pas pouvoir avoir des choses vraiment complexes, etc. Certaines choses, tu risques de perdre en cohérence. Et tu seras plus dans l'instant. Moi, j'aime bien les trucs qui sont créés et qui apparaissent et qu'on sent venir. Et on sent que c'était préparé depuis un moment. Parce que c'est gratifiant pour le joueur de découvrir un truc qui était déjà là, plutôt que de découvrir un truc qui vient d'être créé il y a 2 minutes. Je schématise un peu. Je comprends. Je comprends ton point. Vois-tu, là, on est un peu... on n'est pas tout à fait sur le même pied, toi Ça, et c'est moi. sûr. Moi, vois-tu, en tant que maître, souvent, un joueur va m'emmener une situation comme ça, et mon cerveau se met à tourner à 100 à l'heure. Et je suis en train d'analyser tous les fils rouges, justement, que je vais attacher en arrière, et comment je dois changer mes choses, comment je dois réagir, comment je peux faire en sorte que, effectivement, et la satisfaction, vois-tu, dans ce que tu dis. Et là, lui, il va arriver, il va dire, mais où t'étais? Puis là, t'es capable de tout relier. En tout cas, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de relier tous les fils pour être capable de dire, ben, tout à fait, je suis venu pour toi. Je te cherche depuis un peu. Et là, tu essaies de faire. Tu as carrément tordu un peu ton histoire, ton idée de base, pour que ça marche dans le sens du joueur. Et après ça, vois-tu, ce qui est hyper satisfaisant pour le maître, c'est d'être capable d'avoir répondu au quart de tour là-dessus, d'avoir réagi, d'avoir ramené une histoire qui est cohérente avec ce qu'ils viennent de t'amener. Et les joueurs, souvent, ils vont dire, aïe, on dirait que c'était presque prévu. Moi, ça me fait triper. Alors, oui, mais pas surtout. Moi, c'est paradoxal parce que je pense qu'on se rejoint quand même sur un truc. Moi, j'adore l'improvisation. Mais je dis toujours, la meilleure improvisation, c'est celle qu'une bonne préparation a permis d'exister. Moi, j'improvise beaucoup des événements, justement parce que il y a une préparation derrière avec des motivations de personnages, et donc l'improvisation, elle est logique, elle est cohérente par rapport à ce qui se passe derrière. Et si on réagit comme ça en autorisant une création à ce point de la part du joueur, bien sûr qu'un maître du jeu talentueux peut réfléchir à 100 à l'heure et trouver quelque chose qui, sur le moment, j'ai envie de dire, le joueur il verra que du feu. Ça, je suis d'accord. Sauf que toi, derrière, ton fil rouge, ta toile de fond qui avait une cohérence et qui pouvait amener des éléments géniaux, et c'est pas une linéarité, j'insiste là-dessus. Ça veut pas dire que tu vas forcer des événements. C'est juste une situation de ce qui se passe, les motivations de chacun. Mais là, ça peut s'écrouler. Quand c'est vraiment complexe derrière, là, je peux pas le montrer, mais je peux t'assurer que quand tu vois la préparation de mes campagnes, c'est, je vais pas dire que c'est le bordel, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui s'imbriquent. Beaucoup. Et c'est vrai que si je laisse la main sur une création, ça peut faire des trous dans la cohérence. Et
oui, je pourrais rebondir dessus, je pourrais changer les choses, je pourrais l'adapter, mais ça sera plus le truc que j'avais prévu, non pas prévu au sens événement, mais au sens ce qui se passe, l'histoire. Et moi, ça me pose problème. Et même mes joueurs, excuse-moi, juste un truc, même mes joueurs, faudrait leur demander, d'ailleurs, ça peut être une idée de Café JDR avec eux, je pense, pour les connaître, surtout un, et je peux peut-être me tromper, que cet aspect découverte de l'existant est satisfaisant, et je suis pas sûr qu'il serait à l'aise s'il savait, par exemple, que du coup, j'improvisais à ce point sur des éléments fondamentaux de l'histoire, parce que ça enlèverait un peu de crédibilité à tout ce qu'ils ont vécu. Ils se disent, parfois ça peut se modifier vraiment beaucoup. Et eux, je pense, leur satisfaction, c'est de découvrir l'existant, de percer à jour ce qui se passe. Ça, je peux le comprendre. Puis effectivement, je pense que ça remonte, cette vision-là, il remonte un peu à notre préparation de partie qui là, ce que je comprends, c'est qu'elle est vraiment très divergente, la tienne de la mienne. Ouais. Moi, j'ai tendance à voir ma ligne rouge, là. C'est comme si je mets 2 épingles à 1 mètre l'une de l'autre, mais ma ligne rouge, elle a 2 mètres de long. Ce qui fait en sorte que ça me permet d'y faire plein de détours et tout ça. Mais effectivement, ça m'oblige. Je peux pas le faire avec tout. Là, on va se le dire. Là. Si je vais jouer, mettons, du Cthulhu avec il faut que j'aie un scénario beaucoup plus statique, beaucoup plus réfléchi, avec des intrigues peut-être un peu plus complexes. Là, à ce moment-là, effectivement, l'improvisation est beaucoup plus difficile. Mais lorsque j'ai un point final, un point de départ, un point final, et certains jalons au centre, ça me permet de jouer à ça et d'être capable de plier ma ligne rouge d'un sens ou de l'autre pour être capable justement de l'amener à son point final sans jamais oublier, sans jamais perdre de vue l'objectif final des personnages. Mais l'autre chose aussi que je vais faire, c'est que moi, il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien de sacré dans une partie. Que ça soit un lieu, que ça soit un PNJ, que ça soit une tradition. Si les joueurs me le démolissent puis qu'ils sont prêts à assumer les conséquences de ça, est-ce qu'on est prêt à en faire une bonne histoire? Parfait, brûlons la ville. Ah, mais ça n'a rien à voir, par contre. Attention, parce que y a une différence entre... Je te donne 2 exemples contraires. Un mec rentre dans la taverne et un des personnages dit « Papa ?» Ça, pour moi, c'est non. Et un mec rentre dans la taverne, le joueur dit « Je le bute et c'était un personnage majeur, je m'en fous, rien n'est sacré. » Ça, c'est pas la même chose. C'est pas de la création, c'est de la réaction. Il interagit avec l'univers. S'il a décidé qu'il allait tuer cette personne-là et que il était super important, d'ailleurs en général, moi mes campagnes ne reposent pas sur un seul PNJO, donc pas de souci. Là, je n'interdis rien. C'est de l'interaction sur l'univers. Il n'y a pas de création d'univers. Dis-moi, c'est quoi la différence? Parce que si ton PNJ est modulable, tu peux... Il y a un mode, il y a une chose en tête, s'il lui dit qu'il est papa, ça peut être complètement accessoire au reste de sa campagne, ça pourrait être carrément son père, et tout à coup tu lui dis ça, et il fait « Je croyais pas te voir ici, tu fais partie de cette bande-là et tout ça. » Versus, il tue, dans tous les cas, ça rebrasse un peu les cartes de la façon que tu vas jouer le reste du scénario. Non, alors justement, non, justement. Ça ne les rebrasse pas pour moi. C'est ça que j'ai. Alors c'est compliqué à expliquer, enfin difficile pour moi de l'expliquer sans montrer. Ça ne rebrasse pas les cartes parce que si tu le personnage, imagine c'était un personnage très important dans la campagne, enfin un personnage majeur. Ça va pas rebrasser les cartes. Ça va juste que, ok, il meurt. Et comme je sais ce que ça implique, parce que si lui il meurt, alors forcément ça crée un vide à tel endroit, je sais pas, c'est un personnage politique, que sais-je. Pour moi, l'improvisation qui en suit, parce que là tu dois improviser, tu t'y attendais pas forcément à une réaction comme ça, eh bien tout va s'imbriquer, parce que tout est logique, il y a une préparation, tu sais ce que veulent les gens, donc l'improvisation va être facile, mais je vais pas changer qui était le personnage, je vais pas le replacer ailleurs, je vais pas... Moi-même je ne vais pas changer, tu vois, je ne vais pas dire mince, comme ça m'a embêté, je vais recréer un truc pour régler ça. Pas du tout, je ne recrée rien. Il y aura bien la mort de ce personnage et ça va avoir des impacts. Tu vois ce que je veux dire? Alors que s'il me dit, ce personnage, non, c'est mon père, là, c'est vraiment
c'est vraiment un acte créateur. Et ça n'a pas le même impact, ça peut nuire à la cohérence. Alors que si tu le mets, bon, ben, ça ne nuit pas à la cohérence du tout, on va juste réagir en fonction. On va réagir et non pas créer. Je voudrais quand même te donner peut-être un exemple. Je vais y réfléchir. Parce que je pense qu'on est dans le nœud du problème. Ah si, comme un dernier truc, tu me fais beaucoup réagir avec tes propos. Ah, vas-y. Quand je parle de préparation, je parle surtout de la préparation de la campagne. Je ne parle pas des scénarios, c'est différent pour moi. Je commence toujours par préparer la campagne au sens toile de fond. Un dramatis personae, donc un casting en gros, je prépare des motivations, des factions, un mystère à résoudre, que sais-je. Bon, ça c'est la toile de fond qui va me servir de source immense d'inspiration et ça va être ma toile de cohérence. Par contre, les scénarios, les sessions eux-mêmes, déjà je ne les prépare qu'une session à l'avance. Je ne prépare pas du tout à l'avance parce que justement je ne sais pas ce que les joueurs vont faire et qu'il va bien falloir que je m'adapte après. Ouais, tout à fait. Donc tu vois, c'est pas du tout, la préparation de la campagne n'est pas du tout un script qui doit être suivi. Et les scénarios sont préparés pour le coup de manière peut-être pas comme les tiens où il y aura que de la pure impro parce que je vais avoir une idée de ce que les joueurs vont vouloir faire. Tu vois, avant un scénario, à la fin d'un scénario, j'aime bien leur demander ok, on en est là, dites-moi quels sont vos projets à partir de là, grosso modo, les bases. Et comme c'est eux qui vont être à l'initiative, quand on est dans une campagne comme ça, un peu à l'initiative des joueurs, ben je vais prendre ce qu'ils me donnent, je vais dire ok, c'est vos plans pour commencer. Je sais où ils vont aller, pourquoi et tout ça, ils me l'ont dit, donc c'est eux qui sont à l'initiative. Et ben je vais construire la prochaine session à partir de ça, donc à partir de ces bases. Et après, une fois qu'ils y seront, ben à nouveau ils vont réagir comme ils le veulent pendant le scénario, puis là, il va falloir improviser. Tu vois, ce n'est pas un reniement de l'improvisation. Loin de là. Non, mais ça oui, absolument, ça je comprends. Mais attention, moi je fais pas non plus je fais pas non plus de la pure impro. Dans mes scénarios, quand je fais un scénario et tout ça, souvent, moi j'ai tendance à avoir justement une ligne rouge et plusieurs scènes là-dedans, des blocs que je vais venir greffer. Souvent, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est des scènes dans ma tête que je vois puis je me dis ça serait bon de le rajouter. Que ça soit tôt ou tard, quand ça va s'appliquer, quand ça s'applique pas. Mais à partir du moment que j'ai lancé une scène, si c'est cohérent, j'interviendrai pas. C'est sûr que si le gars il me dit papa, t'étais là, puis que la personne a la moitié de a la même âge que lui, ben non. On va garder quand même une espèce de cohérence dans l'histoire. Ça, c'est impossible. Ça se peut pas. Maintenant, je laisserai pas non plus... Vois-tu, là, moi, où l'improvisation va me frapper puis que je vais dire « Wouah! Non. Là, je veux pas aller là. » C'est où ça risque de démolir le canon esthétique. Tu vois que t'as tes limites quand même. j'ai mes limites. Tu sais, mes limites, moi, ils vont venir lorsqu'on va démolir le canon esthétique. Du genre, exemple... on joue à du Far West et on a dit on joue, puis tu sais, campagne qu'on a joué Cowboy World, et il y a un des joueurs qui m'a dit est-ce qu'on peut amener du Weird West? Je dis attends, on a dit qu'on jouait du Western Spaghetti, là. Qu'est-ce que tu vas amener comme du Weird West? Et il a commencé à me parler de rituels indiens, des trucs comme ça. Je dis moi, tant qu'il n'y a pas d'effet visuel, ça me pose pas de problème. Mais s'il y a des effets visuels, qu'on lance une boule de feu, ça, je vais dire non à ça, même en impro. Ça démolit mon canon esthétique que j'ai dans ma tête par rapport à cette scène-là. Et ça, je veux pas. Donc en fait, je pense que c'est ça le débat, c'est où on met le curseur, où sont nos limites. Et tu sais, moi, j'essaie de prêcher pour ma paroisse, mais c'est pas pour autant que tu peux pas trouver dans mes parties un moment où le joueur a improvisé un truc, a créé quelque chose. Je suis pas étranger totalement à ça. C'est juste que j'en fais pas une habitude et j'avoue que je préfère que le joueur, dans la partie, me le demande. Ça prend une seconde. Moi, ça me gêne pas. Moi, je considère pas que ça brise l'ambiance, que tout ça. Ça me dérange pas un petit échange comme ça avec le joueur. Et ça m'arrive de dire oui. Maintenant, je vais te donner, je pense, deux exemples. Un exemple sur ta campagne que je suis en train de vivre, les Inquisiteurs.
Ouais. Et un exemple sur celle que je suis en train de faire jouer, Les Enfants du Fleuve, à mes joueurs. Il y a un des personnages qui, je pense pas spoiler, ça se sait très vite, qui recherche son frère. Ok. Si un type rentre dans la taverne, on reprend l'exemple de tout à l'heure, et il dit « Oh, mon frère !» Bon, tu me diras, c'est peut-être parce que le joueur a envie. Donc l'autre débat, ça serait faut-il satisfaire le joueur dès qu'il a envie de quelque chose? Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, d'un coup, il le retrouverait. Alors oui, on peut rebondir là-dessus. Oui, on peut donner une histoire géniale. Mais moi, je sais, alors ça dépend des joueurs, bien sûr, mais je sais que ce joueur, lui, il préfère pas ça. Il préfère découvrir où est son frère. Il préfère que moi, j'ai prévu un truc et découvrir des, je sais pas moi, des indices ou que sais-je, qui vont le mener. Ça sera plus gratifiant pour lui de l'avoir découvert en se forgeant un passage, en galérant, plutôt qu'en l'ayant simplement créé. C'est un exemple extrême, mais... Mais tu l'amèneras, ouais, c'est ça, mais je pense que ce joueur-là t'amènera pas cette... t'amènera pas t'amènera pas cette proposition-là si c'est pas vraiment ça qu'il veut, dans un certain sens. Bien sûr, non mais c'est évident. C'est pour ça que j'ai donné cet argument avant que tu le lances, parce que c'est évident, mais ça représente quand même le fait que parfois, qui vient à point... Enfin, toi, il faut savoir attendre. Moi, en tant que joueur, je fais confiance au MJ pour me fournir une expérience par rapport au background que je lui ai confié. Tu vois, c'est vraiment ça. Une fois, d'ailleurs, ça me fait passer là du côté joueur. Et bah tiens, prenons l'exemple que j'allais donner sur ta campagne, les Inquisiteurs. Tu m'as posé des questions sur mon personnage, donc je vais rien spoiler, et je t'ai transmis des choses qui sont liées à mon background. Ouais. Bon. Et puis, pareil, je vais pas spoiler, mais dans une des parties qu'on a joué, il s'est passé un truc. Voilà, j'ai recroisé un peu mon passé. Tu sais de quoi je parle. Et c'est pas moi qui ai créé ça. Et alors, tu vas dire oui, c'est parce que toi, en tant que joueur, tu apprécies ça. Mais bon, c'est quand même un argument. Moi, je préfère. Tu vois, j'ai été tellement surpris. Oh, c'était génial. Et je t'ai fait confiance pour m'amener un truc. Je t'ai donné de la matière. J'ai créé en tant que joueur autour de mon personnage en amont pour que après je puisse être surpris, que tu puisses l'utiliser pour me surprendre, pour me donner du roleplay, pour me donner du drame. Et ça, c'était génial. Et donc, j'en viens aussi à mon côté joueur, même si je maîtrise beaucoup plus que je ne joue. Mais quand je suis joueur, c'est pareil. Je préfère avoir assez peu de contrôle narratif parce que j'aime découvrir, comme je l'ai dit. Hein, je vais pas, c'est exactement l'argument que je viens de donner. Et également parce que je suis, ça c'est autre chose, mais je suis MJ tellement souvent que j'ai envie un peu de me reposer. Et c'est vrai que si toutes les 2 minutes, j'exagère, le maître du jeu me demande « Alors, qui c'est ce gars-là ? Tu l'as rencontré comment ? Ou qu'est-ce qu'il dit ?» Là, je vais dire « Bon, bah, je peux redevenir MJ. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est un autre argument qui se positionne sur une autre sphère, mais c'est aussi un de mes arguments en tant que joueur. Ouais, je comprends. Mais, puis je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, je pense que justement, il faut penser à une chose, c'est que tu sais, là-dedans, dans un jeu où est-ce qu'on donne beaucoup de contrôle narratif aux joueurs, le maître en est un joueur aussi qui tu sais, comme quand on a parlé de cette scène-là, ben, puis regarde, je te spoilerai rien, on a une partie cette semaine, vous savez très bien par où vous passez dans cette partie cette semaine, n'est-ce pas? Absolument. Vous passez par, encore une fois, un autre jalon de ton passé. Et c'est certain que je vais te demander de me l'illustrer. Parce que ton personnage, en fait, le connaît beaucoup mieux que le master. Mais souviens-toi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Désolé, ça y est, je t'ai coupé la parole. Je suis parti dans mon débat passionné. Mais c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Là, tu vas me donner un contrôle narratif sur un élément qui provient de mon background. Donc ça, c'est pas pareil. Tu vois, moi, en tant que maître du jeu, dès que ça provient vraiment du background et que c'est pas d'un coup, c'est celui-ci mon père, tu vois, que c'est bon, ben voilà, t'arrives chez toi, c'est comment chez toi Mais tu sais jamais d'un certain sens, puis je vais rebondir à ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est un élément de ton background, mais c'est un élément qui risque d'influencer des événements que moi, j'ai déjà prévus
pour ta ville, pour votre passage dans ce village-là, et que je vais devoir rattacher les fils en arrière si tu dis des choses que moi, peut-être, j'avais pas prévues à la base. Pourtant, moi, mon but et ma vision, ma façon, ça va être de m'assurer le plus possible que lorsqu'on va arriver à ça, ben, ça va être parfaitement... Il va falloir que je trouve le truc, et c'est là le défi pour moi, puis c'est ça qui me fait vraiment triper, là. C'est d'être capable de trouver le but, la façon de faire, d'amener ce que tu m'amènes et de le rattacher rapidement avec ce que moi j'ai prévu pour que ça sonne parfaitement cohérent, pour que ça sonne parfaitement inscrit et que ça garde ton personnage dans son histoire à lui, dans ce qu'il m'a raconté, avec la scène que moi j'ai prévue pour aller avec ça. Malgré le fait qu'effectivement, c'est ton background, mais ça va influencer directement les scènes que moi j'ai prévues dans cette histoire-là. Je sais pas si tu me suis. Si, je te suis complètement, et je vais continuer sur ton exemple, toujours sans citer de nom. Pour l'instant, on va rester anonyme. Mais moi, il y a deux choses. Si un personnage arrive dans un jalon de son passé comme ça, j'ai deux options. Soit les questions que je vais lui poser, ou si je lui demande de décrire, je sais pertinemment, pour X ou Y raison, parce que j'ai quand même... J'ai un bon contrôle pas au sens autocratique du terme, mais au sens connaissance de ma campagne. Je sais que ça n'aurait pas trop d'impact, qu'il y a vraiment un risque infime pour qu'il me bouscule. Je vais en jeu lui demander de décrire. Je suis rarement surpris au sens... Sinon, je suis souvent surpris, mais rarement pris au dépourvu. Par contre, si je sens que, en lui laissant la main, ça peut bousculer des choses, perdre en cohérence, etc., je vais être honnête avec toi, je préfère lui demander de me décrire ça en amont avant qu'on fasse la partie, lui dire, bah, tiens, vu qu'on va passer par là, ça change rien, tu vois, moi aussi je sais que je vais passer par là dans ton cas, et je vais plutôt lui demander en amont. Comme ça, je peux bien préparer un truc qui soit en rapport. Moi aussi, mon but, c'est de raccorder, que lui, il y trouve son expérience, etc. Mais je vais toujours préférer le préparer, parce que la préparation, ça va permettre de faire des trucs de dingue. Et aussi parce que, tout simplement, j'aime bien me retrouver tout seul à préparer des trucs aussi. Parfois aussi, ça va pas plus loin que ça. Je pense que oui. Puis à quelque part, ça dépend aussi des défis qu'on se lance en tant que maître de jeu. Moi, vois-tu, je l'ai jamais caché. Réagir vite à ce qu'on m'amène, aux propositions qu'on va m'amener, fait partie des défis que j'aime relever en tant que maître de jeu. Là, maintenant, est-ce que c'est comme on dit au début, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur, un maître de jeu meilleur? Non. Est-ce que c'est une technique, c'est une signature peut-être que moi j'ai, puis que du moins que j'aime développer, puis que j'aime amener. Et des fois, j'aime beaucoup déstabiliser les joueurs en leur donnant dans les mains une décision monstrueusement importante pour la campagne et voir leur visage qui ne s'attendait pas du tout à ça. Ça, honnêtement, du gros contrôle, du partage narratif, là, et rebondir. Évidemment, les PBTA vont favoriser ça. Ils vont arriver vers quelque chose qui peut ressembler à ça. Puis tu as certains jeux qui vont le permettre beaucoup plus dans leur canon esthétique, si je peux dire. Exemple. Quand tu as un canon esthétique très serré, comme du Brigandine, où est-ce qu'on va jouer du dark, du low fantasy, où est-ce que tu ne veux pas trop sortir des sentiers battus, pas des sentiers battus, mais de la vision, quand tu joues comme, mettons, comme les Enfants du Fleuve, ou lorsqu'on va emmener une autre campagne, tu es dans un canon esthétique assez serré. Je pense que tu n'as pas en tant que maître, tu ne peux pas te donner autant de contrôle. Mais, dans une partie, puis là, je l'ai sûrement déjà raconté, là, on joue à Spirit of 77. On joue, dans le fond, c'est un jeu qui émule des séries des années 70 à la Shaft, Charlie's Angel, Mission Impossible et tout ça. Ben, les joueurs, à la fin, ils sont arrivés et ils ont trouvé le chemin secret pour aller sous l'île, parce que sur cette île-là du Pacifique, il y avait un tournoi d'arts martiaux à la Enter the Dragon de Bruce Lee. Et quand ils ont ouvert la porte, je les ai carrément alignés. Je leur ai dit, bon, maintenant vous avez exactement la réponse à votre question, mais qu'est-ce qui manigançait le professeur Yes
là, je les voyais. Oui, oui, oui. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous voyez? Et là, les joueurs ont fait, hein? Quoi? Vous voyez quoi? C'est quoi son plan secret? C'est quoi? Et ils m'ont décrit un ogive nucléaire. Ouais, tu m'avais déjà parlé de ça. Je me doutais que tu allais ramener cette anecdote-là et je l'attendais de pied ferme. Et attends, et là, ce que, par exemple, il y a des gens qui savaient pas, c'est que l'humain est l'humain. Hein. Tu t'attends à ce genre. Tu as une bonne idée. Déjà en partant, quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont te dire, comment. Tu as déjà un bout dans ta tête de fait. Tu t'attends déjà à certaines choses d'eux autres. Tu sais, s'ils m'avaient dit, je sais pas moi, ils croisent des rhinocéros en voie d'extinction pour faire de la viande et de l'ivoire, j'aurais probablement fait quoi? Mais ils sont allés dans le cliché. Ils m'ont amené des ogives nucléaires. Je savais exactement où je m'enlignais avec ça. Et c'était déjà prêt dans ma tête, malgré le fait que c'était complètement improvisé. Vois-tu, c'est un peu de manipulation, là, quand même. Un petit peu, ouais. Mais du coup, ça fait le même effet, finalement, qu'une préparation. Mais ça me fait dire quand même une chose, c'est que, je vais être très consensuel en disant ça me fait un peu mal, mais c'est un peu chacun y trouve son plaisir. C'est vrai que ça va beaucoup dépendre du MJ et de ses joueurs, j'en reviens toujours à ça, mais tu vois, pour reprendre exactement ton exemple, mes joueurs à moi, je pense que ils préfèrent découvrir ce qu'il y a derrière la porte plutôt que de me dire ce qu'il y a derrière la porte. Tu vois, si je dois vraiment résumer, là je parle des joueurs, je parle pas de moi. Et ça tombe bien parce que moi je préfère leur faire découvrir ce qu'il y a derrière la porte plutôt que eux me le disent. Donc c'est aussi comme ça. Je peux-tu te faire une espèce de croc en jambe là-dessus? Vas-y, ouais, vas-y. Je pense qu'ils vont. L'humain étant ce qu'il est, il va aimer. Tu vas lui proposer quelque chose de bien, ils vont le manger. Ma conjointe adore les sushis. Elle va aimer ça. Mais si je lui fais un bon tartare, elle va l'aimer aussi. Mais si je lui fais du tartare toujours, ça se peut qu'à un moment donné, elle me dise « Hey Danny, les sushis, ça serait bon. » Je pense que quand c'est bien ficelé, quand c'est bien amené, quand c'est fait de façon intelligente, moi jouer des PBTA, on en parle beaucoup, ça a effectivement modifié ma façon de voir le jeu de rôle, mais je ne serais en aucun temps capable de jouer qu'à ça. Pas capable. Il me manquerait le côté campagne à long terme, évolution de personnages, ce que des jeux traditionnels vont un peu plus traditionnels, un peu plus classiques vont me permettre de faire. Mais qui dit traditionnel, classique, ça vient retrancher pas mal d'autonomie du joueur et du partage narratif. Pourtant, on y revient toujours. Je trouve qu'il n'y a pas de... Moi, je parle pour moi, puis c'est ma vision, mais je pense qu'il n'y a pas de solution unique qui est bonne éternellement. Je pense qu'il faut varier les plaisirs, surprendre les joueurs, des fois les amener dans des clichés. Ils vont aimer voir le cliché venir à l'avance. Mais des fois, je pense qu'ils vont aimer aussi qu'on varie les plaisirs et qu'on leur amène vers autre chose. Et là, tu es surprends. Après ça, tu les amènes vers qu'est-ce qu'ils connaissent le cliché. À un moment donné, bam, tu es surprends avec autre chose. C'est ma vision, moi, de ça. C'est pour ça que... Puis regarde, récemment, les joueurs nous sont arrivés, puis là, ça faisait un bout qu'ils me demandaient des campagnes très, très traditionnelles, scénarios et tout. Et là, cette semaine, ils m'ont dit, ça serait bien, à un moment donné, de refaire un PBTA pour faire du world building. Eux, ils ont aimé la création du monde à la PBTA où est-ce qu'on part de rien et que ça émerge en posant des questions aux joueurs, puis qu'on arrive avec un monde, un univers de jeu qu'on vient tout juste de créer. Ben ça, vois-tu, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent qu'ils aimaient ça, parce que ils aiment le traditionnel, ils arrivent de cet univers-là, de ce monde-là, ils sont à l'aise là-dedans. Mais là, vois-tu, ils m'ont demandé quelque chose qui m'a complètement surpris. Ils voulaient faire du world building. Ben, dans une des prochaines campagnes, je vais leur proposer ça. Après, évidemment, c'est une question d'envie, de demande. La communication entre le MJ et les joueurs, ça c'est une chose. Mais tu vois, je voudrais quand même rebondir sur deux éléments.
que tu as mentionné. Mm. Le PBTA au sens background émergent. Là, je fais un pas de côté pour aller vers ça. Dans sa définition la plus extrême, moi j'avoue que ça ne me plaît pas. Enfin, non, comment dire? C'est pas que j'y jouerais pas. Je suis sûr que je pourrais avoir plaisir à participer à ce genre de choses pendant quelques parties. Tu vois, il faut pas non plus être extrême. Quand je dis que je suis pas spécialement pour quelque chose, ça veut dire que j'y jouerai pas régulièrement. Tu vois, ça veut pas dire que je n'aimerais jamais, même une fois de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais Ouais. dans l'ensemble, c'est pas mon truc de me dire, surtout quand je suis maître du jeu, qu'on va faire un background émergent. J'ai un peu l'impression que c'est une sorte de fuite du MJ. Alors, je sais que c'est pas le cas, hein, je vais me faire jeter des pierres, ça c'est sûr. Mais Oui. le MJ va pas créer, et donc il va demander tout à ses joueurs, et c'est les joueurs qui vont créer. Alors ça, moi, quand je suis maître du jeu, donc je vais pas juger, mais moi, en tant que maître du jeu, ça m'enlève un pan énorme de mon plaisir, qui est la partie création. Donc c'est vrai que le background émergent, au sens le plus littéral du terme, c'est pas pour moi. Vraiment, à partir de rien, non. Moi, je veux créer en tant que maître du jeu, donc ça, c'est pas possible. Par contre, et là, j'arrive sur le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, tu opposes souvent, et je sais que tu veux pas le faire dans un souci d'opposition, hein, tu l'utilises pour tes exemples, mais le jeu de rôle traditionnel de scénario classique et le PBTA à background émergent. Je voudrais quand même repréciser que c'est pas parce que, encore une fois, je prône un contrôle narratif plus limité pour les joueurs que on va forcément être tout dans l'un ou tout dans l'autre. Donc moi, je ne suis pas forcément, loin de là d'ailleurs, dans le jeu de rôle classique à scénario ultra balisé. Je le répète, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Tu vois, non, mais oui. Puis, tu sais, je vais le clarifier parce qu'effectivement, peut-être que ça a pu avoir l'air de ça. Mais quand je parle de jeu traditionnel, parce que le PBTA est un jeu traditionnel en soi. Hein? Il y a un maître de jeu, il propose l'histoire et les joueurs vont réagir. La seule chose, par exemple, que je fais une distinction, c'est que la grosse majorité des jeux n'ont pas ou ont très peu de mécanique qui va permettre de partager la création de l'univers ou qui vont donner une emprise aux joueurs sur la narration. C'est un peu là le lien que je fais. Maintenant, est-ce que des gens le font dans leur oui, absolument. Là. C'est pas dénigrant la façon que je veux que je l'amène du tout. Là. Après, par contre, je voudrais encore une fois rebondir sur ça. La mécanique, mais as-tu vraiment besoin d'une mécanique pour favoriser la création, la narration? Alors oui, on va dire, il y a un système qui le favorise, mais pour partager la narration, est-ce que tu as besoin d'une mécanique pour dire écoute, sais-tu quoi? Moi, je vais te dire que oui. Et je vais te dire que non. Parce que quand tu joues je te donne n'importe quel jeu. Sors du jeu de rôle, prends n'importe quel jeu où est-ce qu'on a des règles. On va nous dire, voici, telles sont les règles, c'est comme ça que ça se passe, et on fait les règles de cette façon-là, on y joue selon ces règles-là. Le jeu de rôle est un petit peu à l'extérieur de ça. Lui, il y a des règles, mais il y a une règle qui dit tu peux laisser faire toutes les autres règles si ça te chante. C'est quand même exceptionnel. Tu sais, si je te dis au Monopoly, il y a une règle qui dit fais ce que tu veux. Si tu veux juste t'acheter des chemins de fer et jamais les payer, tu peux le faire si tu veux. Ça aurait aucun sens. On n'est pas capable de voir c'est quoi exactement l'intention. Maintenant, quand tu as un jeu comme ça, effectivement, mais ça, tu as 100% raison, par exemple, les stats, quand tu dis que ce partage-là, tu peux l'implanter dans tous les jeux. Tout à fait. Mais ça n'a pas, culturellement, si tu n'as pas appris à jouer comme ça, il n'y a que très peu de chances que tu le fasses. Et le livre te dit pas, lui, de le faire. À moins que tu aies des mécaniques. Regarde, je t'en nomme une mécanique dans un jeu hyper traditionnel. Brigandine. Brigandine, c'est fortement, c'est traditionnel à l'os. Mais, avec les points de fortune qui te permettent de rajouter des éléments narratifs, vois-tu, on vient d'implanter une règle qui te donne mécaniquement le droit. Et je n'ai pas le droit, moi, si tu me dis,
Danny, je vais payer 3 points de fortune pour que je trouve sur un des cadavres des gardes 10 carreaux d'arbalète. Ben, mécaniquement, je n'ai pas le droit d'aller contre ça. La règle le dit. Tu payes les points. Voilà. Le maître de jeu peut pas, selon la règle, maintenant, ben oui, tout le monde peut dire, ben là, c'est-tu logique, c'est pas logique, non, mais il fixe le prix à partir de, c'est son impact, le maître de jeu, c'est de fixer le prix de l'élément narratif que le joueur va emmener. Mais à partir du moment qu'il l'a fait, s'il décide que c'est des carreaux d'arbalète ou tient une épée longue ou une flamberge, c'est un peu là. Et là, mécaniquement, le partage narratif, on vient de l'implanter. Mais là, pour le coup, je suis pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, on peut l'implémenter par des règles. Je t'avoue que moi, cette histoire de points de fortune et de cet impact-là, je l'avais même testé avant même de connaître Brigandine. Je l'avais lâché pour diverses raisons, mais je l'aime bien. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une mécanique pour qu'il y ait un partage narratif. La preuve, tu le fais souvent, toi, sans faire appel à des règles dans Brigandine, sans même parler de points de fortune. Tu encourages le partage narratif, soit parce que tu vas l'accepter si on prend l'initiative, soit tu nous poses des questions en jeu, donc tu nous offres le partage. Il n'y a pas de règle dans ces cas-là. C'est ça que je veux dire, en fait. La mécanique n'est pas obligatoire pour le partage narratif. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle peut être un outil pour l'encourager. Là-dessus, on est d'accord. Ce qui fait que, oui, ben, tout à fait. Puis si on arrive avec un jeu, prends n'importe qui, là, une personne normale qui a jamais joué à un jeu de rôle, tu lui donnes le livre, peu importe. Tiens, un jeu que je connais bien, mettons, tu lui donnes le livre de Shadowrun. Voilà. Et tu dis maintenant, et tu dis bien ça, fais-moi jouer. Si elle n'a pas l'expérience de ce jeu-là aussi, elle va le jouer d'une façon à raconter une histoire. Puis là, le partage narratif est pas d'emblée transmis dans la plupart des jeux. C'est un peu là que je veux aller, dans le fond. Ouais. Sauf dans des petits points où est-ce que là, on permet ce transfert-là. Et encore une fois, mais on y revient à des styles de maîtrise, à des façons de faire, des goûts qu'on a, à des goûts qu'on a par rapport à la façon qu'on maîtrise. Et je pense que ça va toujours revenir à ça. Le partage narratif, il va toujours revenir à ça. Je pense qu'à certains degrés, on est plus à l'aise, à certains degrés, on l'est moins. À certains degrés, on aime préparer un petit peu plus, bien fignoler nos histoires, ou plutôt improviser. Mais dans tous les cas, je pense que ça fait pas d'emblée quelqu'un qui partage à 100% le contrôle narratif, ça fait pas de lui ou de elle une meilleure pratique. Non, bien sûr, on n'est pas dans une hiérarchisation, on est surtout dans l'expression de préférences qui nous sont propres. D'ailleurs, mais je voudrais quand même dire une chose, que tu as soulevé un point intéressant sur le fait d'avoir des jeux qui, si tu découvres le jeu de rôle par ces jeux-là, tu n'auras pas forcément le réflexe de faire du partage narratif. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que les PBTA ont, pour moi, n'ont pas forcément révolutionné le jeu de rôle au sens qu'ils n'ont pas découvert la roue, mais ils l'ont théorisé. Je vais donner un autre exemple qui est pour moi identique pour articuler ce que je veux dire. Le système Gumshoe, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, absolument. J'ai découvert ça moi dans Trail of Cthulhu, et donc Cthulhu en français, je crois que c'était traduit. Et le système Gumshoe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour tout ce qui a trait à l'enquête. À partir du moment où un personnage a la compétence et exprime d'une manière roleplay qu'il utilise cette compétence, et bien s'il peut découvrir un indice, il n'y aura pas de GD, il va le découvrir automatiquement. En gros, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et l'objectif de Gumshoe était de dire, de pallier le problème des jets de dés ratés qui font louper des indices. C'était ça le postulat de base. Et ça a été beaucoup critiqué parce que beaucoup de gens ont dit on n'avait pas besoin du système Gumshoe pour savoir qu'il fallait pas limiter l'enquête à un seul jet de dés et risquer qu'elle tombe à la trappe. C'est vrai, mais je pense que c'était une bonne manière de le théoriser pour diffuser un peu
cette manière de faire du jeu de rôle et favoriser un peu les enquêtes, parfois au détriment du simple jet de dés. Bah, c'est un peu pareil pour les PBTA. Moi, j'avoue que j'ai pas attendu les PBTA pour jouer avec quoi que je puisse dire, une dose de partage narratif, des choses émergentes quand même au fil du temps, il y en a, hein, tout n'est pas figé, je peux pas tout préparer à l'avance évidemment, mais quand j'ai lu, je crois que c'est Dungeon World que j'ai lu, quand j'ai lu ce qu'était le PBTA, ben justement j'étais content de retrouver des trucs que moi je faisais déjà, puis j'ai aussi pioché de nouvelles idées, et c'était bien que ce fût théorisé, parce que maintenant, eh bien, on le voit un peu plus, ce partage narratif. Écoute, moi, en terminant, moi, je peux te dire une chose, c'est que j'ai reconnu, tu sais, mettons, moi, quand j'ai commencé à jouer avec la première édition de Donjons Avancés, ou avec la deuxième édition qui arrivait l'année que j'ai commencé à jouer, en 89, quelque part comme ça, moi, il y a une chose que je peux te dire, c'est que si tu lis le livre au grand complet, tu le passes d'un bout à l'autre, il n'y a aucun endroit dans le livre qui va te dire que tu dois incarner le personnage, que tu dois faire du roleplay, que tu dois, outre que jouer le personnage, collecter des ressources, lancer des sorts, en aucun temps, ils vont te parler de roleplay là-dedans. Ça a toujours été une des choses que moi j'ai beaucoup aimé faire. Mais quand les PBTA sont arrivés, où est-ce qu'on a commencé à récompenser, à mettre des mécaniques particulières sur les relations entre joueurs, qu'on a commencé à récompenser le fait de jouer ces relations-là, moi ça a vraiment... Et là, tout le monde va te dire, ah ben non, nous autres on fait ça, nous autres on fait ça, on fait ça. Parfait. Mais combien de parties, moi, je suis arrivé, puis que tu avais le droit à 4-5 000 points d'expérience parce que tu venais de tuer un monstre, puis le master qui veut vraiment encourager le roleplay, il te donnait 15 ou 20 points d'expérience pour ton roleplay de la partie. C'est quoi le message? Et là, tu arrives dans un jeu qui favorise beaucoup le roleplay par des mécaniques claires, par des récompenses. On peut dire ce qu'on veut, là, mais on a un jeu qui focus exactement là-dessus et qui le récompense, versus d'autres jeux qui sont pas là. Puis c'est correct aussi, ça en prend pour tous les goûts. Mais voilà. Ça veut bien dire que, effectivement, une mécanique peut favoriser, encourager ou servir la narration. Et je pense que c'est un bon pont pour parler des systèmes, et notamment, parmi les meilleurs systèmes, les systèmes maison. Mais là, c'est probablement une autre histoire. Mais attention, cette partie de discussion-là, vous ne la trouverez pas sur la chaîne de Radburger, mais plutôt sur la chaîne de Lestat. Et ça va s'en aller directement sur sa chaîne. Allez le rejoindre là, allez écouter, commentez, likez, abonnez-vous à sa chaîne et on se reparle dans quelques minutes. Merci à toi, à bientôt. Bye bye.